Allez, retour d'expérience de 3 e-commerçants. C'est quoi le point commun entre Medisafe qui fait des trousses de secours, Laboratoire de Biarritz qui fait des cosmétiques, c'est comme ça qu'on dit? Bio. Et Naya Paris maintenant, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. On ne doit plus dire ma petite culotte.com, hein. C'était pas assez distingué. Hein. Et Naya Paris, c'est quoi le point commun? Ben, c'est qu'ils sont devant vous. Enfin, il y en a peut-être d'autres. Hein. Et ils ont pas mal réussi en e-commerce, je crois que c'est surtout ça, quoi. Exactement. Ah oui, aussi, je crois. Merci Frédéric. Bonsoir à tous. On continue sur les tables rondes. Là, cette fois-ci, ça va être vraiment sur la réussite en e-commerce. Il faut savoir qu'en France, on a la moitié des boutiques qui réalisent moins de 100 commandes par an. Devant vous, on a 3 e-commerçants qui ont largement réussi. Le but de cette table ronde, c'est qu'ils puissent vous partager leurs astuces, leur retour d'expérience et puis que vous puissiez récupérer quelques conseils pour vous pour la suite. Charline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Naya Paris? Vous présenter la société et quelques chiffres si tu en as. Ouais, alors ça marche. Naya Paris, j'ai créé ça en 2013. C'était originellement ma petite culotte, avec l'idée de bousculer les codes traditionnels de la lingerie, c'est-à-dire de sortir du choix soit la lingerie confortable, soit la lingerie sexy, et de donner un coup de peps à la lingerie avec plus de personnalité et en même temps une lingerie qu'on a envie de porter au quotidien. Donc finalement, c'est une autre vision de la féminité. C'était vraiment ça que j'avais envie de proposer il y a 6 ans. C'était un créneau qui n'était pas pris à ce moment-là en plus. Oui, complètement. Exactement. Et en plus de ça, on a lancé une offre de box qui représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires et on est les premiers à avoir lancé ça sur le marché. Merci beaucoup. Dimitri? Alors, les laboratoires de Biarritz, c'est une société qui formule et qui commercialise des produits cosmétiques bio et donc des cosmétiques qui respectent l'homme et justement son environnement aussi. Ça a été créé en quelle année? Alors ça a été créé en 2012. Faut savoir qu'on a notre propre laboratoire en interne. Et aujourd'hui, voilà, on est sur plusieurs réseaux de distribution, qui est bien évidemment Internet, donc le retail, principalement des pharmacies, des magasins bio, et on est présent aussi à l'international dans environ 30 pays, qui sont en fait 30 contacts, mais on fait la plupart de notre chiffre d'affaires à l'international sur 4 gros pays. On y reviendra, voilà. Sans problème. Merci beaucoup. Vincent, avec Medisafe. Bonjour. Alors, Medisafe, nous, on est aujourd'hui spécialisé. Alors, la bannière ne parle pas du tout par rapport à nos produits, mais nous, on se spécialise aujourd'hui dans l'hygiène sécurité en entreprise, mais notre premier métier de base, c'est la fabrication de kits de premiers secours à destination des professionnels. Donc, on est essentiellement B2B. On a été créé en 2010. Enfin, j'ai créé la société. La petite histoire, c'est que j'ai créé la société en 2010 dans ma chambre, un peu comme pas mal de sites au départ, où on est soit dans son garage, soit dans sa chambre. Et voilà. Et justement, comment s'est passé ce parcours-là, de l'idée jusqu'au déploiement, jusqu'à la création de Medisafe? Alors, l'idée, à la base, c'est que je travaillais dans une société qui fabriquait des kits de premiers secours et qui les vendait à des réseaux de distribution, comme Point P par exemple. Et j'étais en relation donc, avec Point P et avec le consommateur, et j'ai vu le trou béant qu'il y avait entre le discours du fabricant sur l'obligation d'avoir un kit, sur plein d'aspects, et le consommateur. Et faisant du business sur Internet depuis l'âge de 14 ans, j'ai été voir ce qui se passait sur Internet. Et en 2010, il n'y avait rien du tout. Et donc c'est ça qui a, chez moi, mûri l'idée et lancé le premier site le 18 janvier 2010. Voilà. Grand souvenir, grande date. Ouais. Dimitri,
Je crois que les laboratoires de Biarritz existaient déjà. Oui, alors c'est un projet qui est né en fait des fondateurs de la famille Dubois, Jean-Marc et Muriel, qui sont passionnés par l'océan, surfeurs, c'est une famille de surfeurs, et à l'époque, donc en 2012, ils s'intéressaient à trouver un produit solaire qui allait protéger l'homme et aussi l'écosystème marin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont intéressés aux algues qui s'échouent un peu sur les côtes atlantiques. Et donc c'est une algue rouge. Ils ont investi de la recherche sur cette algue pour extraire une molécule. Et à partir de cette molécule-là, on a sorti la première gamme solaire bio. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire des fondateurs. Merci bien. Charline, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on va lancer son site entre le moment où au moment du lancement, quand tu le lances jusqu'à les premières visites, jusqu'à le premier achat, combien de temps il se passe? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai envie de te répondre que ça se passe même avant de lancer le site. Moi, j'ai commencé à me faire connaître via des boutiques éphémères. Donc, ce qui paraît fou, c'est que j'étais une des premières marques pure player digitales dans la lingerie. Et pourtant, j'ai commencé au tout début avec très peu de moyens et du coup en faisant des boutiques éphémères. Et en fait, ces boutiques éphémères m'ont permis de créer un petit réseau de bouche à oreille. Et à partir de ce moment-là, j'ai lancé mon site, qui n'était pas un PrestaShop à la base, qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Et en fait, exactement. Et grâce à mon petit réseau de bouche à oreille que j'avais créé au travers des boutiques éphémères et de mon réseau personnel, en fait, j'ai commencé à générer du trafic totalement gratuit, organique sur mon premier site. Et au fur et à mesure, il y a les premières ventes qui arrivent. Et après, mon plus gros levier, c'est les réseaux sociaux. Puisque en plus, à l'époque, j'ai l'impression que c'était il y a 50 ans, mais les réseaux sociaux étaient gratuits et non payants pour les entreprises. On aimerait que ça y revienne. Ouais, la belle époque. Dimitri, pour toi, entre le lancement du site ou l'avant-lancement et la première vente? Alors, nous, on a créé le site en 2014 et en fait, on a eu les commandes assez rapidement parce qu'on avait déjà une notoriété dans les magasins. Sur la marque. Voilà, donc on avait une vraie demande en B2C et ça s'est fait assez naturellement, mais voilà, ça a demandé de s'organiser, de faire nos premiers colis en interne, d'organiser le SAV, des FAQ, mais aussi ça nous a permis de connaître nos clients, de savoir qu'il y avait une autre saisonnalité aussi par rapport au B2B dans la prise des commandes. Donc voilà, on a découvert pas mal de choses. Et pour toi, Vincent? Pour moi, en 2010, sur mon secteur d'activité, c'était assez facile puisque sur AdWords, il y avait strictement personne. Je crois que le clic, à l'époque, je l'achetais 25 centimes sur le mot-clé trousse de secours, quand aujourd'hui, je l'achète plus d'1,50 €. Donc moi, les ventes, à partir du moment où j'ai fait ma publicité sur AdWords, je la faisais tout seul à l'époque. Les ventes sont allées assez vite. Je faisais déjà 5-10 ventes par jour dès la première année en achetant du mot-clé. Justement, tu parlais d'achat de mots-clés. Donc, la stratégie de visibilité pour Medisafe, c'était à ce niveau-là ou il y a eu d'autres choses? En fait, les 3 premières années, j'investissais 30% du chiffre d'affaires dans l'achat de mots-clés pour donner une notoriété à la marque et jouer sur la visibilité du site internet par rapport à nos produits, parce qu'on était vraiment sur le premier secours sur un marché de niche où il n'y avait personne et il fallait se placer tout de suite parce que tous les VPCistes qui faisaient déjà ça, soit ils avaient des sites vitrines, soit ils avaient des vieux sites mais n'investissaient pas en publicité et marchaient beaucoup au catalogue. Et les premières entreprises qui commençaient, soit avaient déjà l'habitude en 2010 de passer leurs commandes sur Internet ou commencer à faire la passerelle, et nous, ça nous a permis de nous glisser sur ce marché qui était déjà bien encombré, mais pas sur Internet. Charline, au niveau de la stratégie de visibilité, quel a été ton choix pour Ma Petite Culotte à l'époque et pour Naya maintenant, si ça a changé? Les réseaux sociaux, vraiment, on a commencé beaucoup avec Facebook.
avec notre réseau proche, le fait de partager un maximum de nouvelles. Après, on a eu aussi on est arrivé dans un time to market extrêmement favorable, puisqu'on a eu un reportage sur France 2, puisqu'on était les premiers clients des atelières, qui étaient les anciennes de Le Jabi, qui avaient été licenciées, qui avaient monté un atelier en France à Villeurbanne. Et donc nous, on était leurs premiers clients, donc on leur a permis de se lancer. Eux nous ont aussi permis de nous lancer par la même occasion, et du coup il y a eu tout un reportage, ça a fait pas mal de buzz, et ça a lancé vraiment la boîte assez rapidement. Aujourd'hui, on est beaucoup moins sur la presse, parce que c'est pas très héroïste, c'est difficile à traquer en plus. On est vraiment plus sur les réseaux sociaux payants, donc Facebook, Instagram, un petit peu d'AdWords, mais très peu, parce que finalement nous les mots-clés ils sont juste méga chers. Et puis 25 centimes. Oh fou là, non, là tu me fais rêver là. Et après, moi j'essaie personnellement aussi, vu que je suis pleinement dans ma cible, d'incarner la marque au maximum et de la porter avec un maximum de valeur, et voilà. Et je pense que la sincérité aujourd'hui, elle paye aussi quelque part, quoi. Excusez-moi. Au niveau des leviers, des freins rencontrés dans la croissance de votre enseigne, quelles ont été les choses les plus marquantes? Peut-être d'abord au niveau des leviers. Qu'est-ce qui vous a permis tout à coup d'avancer davantage? Moi, je pense que c'est vraiment avoir une équipe digitale. Parce que moi, mon métier de base, c'était pas le digital, c'était plus la finance et la mode, puisque j'ai travaillé chez Louis Vuitton pendant plusieurs années, dans la partie finance. Donc j'ai plus l'expertise mode et finance. Mais la partie digitale, c'est vrai qu'au départ, en tout cas il y a 6 ans, j'ai l'impression qu'on pouvait la faire un peu plus à la mano. Enfin, si on n'était pas un expert de chez expert, on s'en sortait. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu un métier hyper pointu. Moi je sais que j'ai un head of growth, une responsable digitale, 2 stagiaires, voilà, il y a toute une équipe, et encore quand je vois ce qu'il nous faudrait pour être encore meilleur, il faudrait presque doubler l'équipe, j'ai envie de dire, et c'est des profils qui sont pas faciles à trouver, et j'ai vraiment la sensation, je sais pas ce que vous allez en penser, mais qu'aujourd'hui, si on recrute les bonnes personnes en digital, ça va faire la différence sur le marché. J'ai beau proposer un produit super génial, je sais pas quoi, aujourd'hui, si j'ai pas le bon pôle marketing digital, en fait, je vais jamais percer, quoi. Pour toi, Dimitri? Recruter, ou faire appel même à des prestataires techniques reconnus. Ça a été un levier important? Oui, nous, en fait, on a commencé un peu de manière autodidacte, comme toi. Et du coup, après, on a fait notre veille, on a regardé ce qui se passait sur le marché. On a découvert aussi le digital, qui n'est pas notre cœur de métier. On a participé à des conférences ici à la CCI. Et puis, on a connu des gens, on a testé. Et aujourd'hui, on arrive à utiliser des leviers avec des spécialistes d'agences locales, comme Oh My Web. Et par contre, on a fait le parti pris de garder en interne, par exemple, les réseaux sociaux, tout ce qui va être brand content, bien sûr la stratégie digitale et marketing, puisqu'il faut avoir aussi, par exemple, on garde les réseaux sociaux pour avoir le contact direct avec le client. C'est nous qui connaissons le marché des clients, tandis que sur des problématiques ou des leviers d'acquisition comme le référencement payant ou la publicité Facebook, on le voyait ce matin, c'est assez complexe. Eh bien, on délègue cette partie-là, quoi. D'accord. Pour toi, Vincent? Moi, je vais parler à l'unisson. Nous, on a fonctionné. Oui, c'est délégué. Voilà. Mais que ça soit, dans l'entreprise en général. Là, on parle de PrestaShop, mais dans l'entreprise en général, le secret, c'est délégué. Travailler, effectivement, je rejoins exactement ce qu'il dit. C'est que c'est devenu extrêmement complexe. Nous, notre stratégie, c'est si on capte quelque chose, on essaye cette chose en interne. Si on voit que ça commence à prendre, on cherche soit des agences spécialisées, soit des freelances. On a plutôt l'habitude de travailler avec des freelances, soit avec des freelances sur du long terme. Et on va piloter après ces freelances. Et c'est surtout par rapport à ces agences ou ces freelances, surtout écouter ce qu'ils peuvent nous apporter comme conseil sur des secteurs d'activité et sur des clients qu'ils peuvent avoir, sur des problématiques qu'ils ont rencontrées et
qui peuvent nous éviter de rencontrer dans le futur. Et Vincent, je crois que tu parlais également dans les freins, en revanche, de la difficulté de recruter les bonnes personnes. Oui, je trouve que pour internaliser, pour avoir ça en interne dans son entreprise, vu qu'on est sur des nouveaux métiers, on est sur des métiers où clairement tout le monde en a besoin, qu'on fabrique de la lingerie, de la crème solaire, des chaussettes ou des trousses de secours. Il y a une pénurie de... Moi, c'est mon point de vue, c'est qu'on a une pénurie de spécialistes. Donc les agences s'en frottent les mains. Et on a une pénurie. Et pour recruter des gens en interne, pour que notre ADN puisse transpirer sur ce qui est fait, est relativement compliqué. Voilà. Si vous avez des CV à faire passer, n'hésitez pas. Vous pouvez, sans problème. Je vais y arriver, oui. On parle beaucoup des livraisons gratuites et autres. La gestion des stocks, vous en avez tous là. Quelle est votre politique par rapport alors déjà, comment vous vous débrouillez niveau stock et surtout, quelle est votre politique au niveau des livraisons? Est-ce que vous proposez la livraison gratuite? Est-ce que c'est à un certain moment? Qu'est-ce que vous faites également pour les retours produits? Est-ce que ce sont les retours gratuits dont on entend parler beaucoup en ce moment, ou est-ce que vous avez autre chose, une autre politique proposée? Alors, pour répondre, il faut essayer de faire court en répondant à la question. Je pense que le succès d'une entreprise va par le service que vous pouvez offrir à votre client. C'est-à-dire que le client, il ne va pas non plus chercher à... Ce qui fait le succès d'Amazon, parce qu'on va parler d'Amazon, enfin, je parle d'Amazon puisque ça reste un exemple pour tout e-commerçant. Ce qui fait le succès d'Amazon, ce n'est pas les tarifs qu'il va vous proposer, parce que parfois et bien souvent Amazon n'est pas le moins cher, mais c'est tous les services qu'il va vous proposer, la livraison en 2 heures quand vous êtes à Paris, le retour gratuit, les suivis de livraison, la livraison gratuite, la livraison limitée. Enfin, je passe tout ça, et la fiabilité de son service. Je pense qu'il est important pour une boutique de e-commerce d'avoir un seuil. Alors, soit votre marge vous le permet et vous pouvez proposer la livraison gratuite sur l'intégralité de vos produits, mais le but est dans une offre de service et pour moi, selon ma stratégie, ça reste ma stratégie, hein, c'est d'avoir un seuil de franco assez bas, de proposer une facilité de retour. Alors si vous avez les moyens, proposez le retour gratuit. Après le retour gratuit, vous pouvez si vous voulez l'astuce, si vous voulez rentabiliser votre retour gratuit, c'est le retour gratuit sous l'échange d'un avoir et pas d'un remboursement, ce qui fait que votre client est obligé de rester chez vous. Et après la question sur les stocks. Nous, alors c'est un peu compliqué, je pense que le laboratoire de Biarritz va avoir la même problématique, et toi aussi, c'est qu'on fabrique nos produits. Et si vous ne fabriquez pas vos produits, je vous conseille de passer par un logisticien. Parce que la gestion de stock, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier parce que vous devez absorber votre croissance, vous devez faire des parcours de picking. Enfin, c'est un vrai métier, moi je pourrais en parler pendant 2 heures, donc je vais passer le micro. Ça ne va pas être possible. Voilà. Une autre fois, on prévoira ça, sans problème. Non mais bonne transition, bon, on va essayer de faire court aussi, mais du coup nous on gère avec un prestataire logistique externe qui est dans la zone de fret à Mouguer, et donc voilà, les produits partent de chez notre façonnier jusqu'à la logistique qui stocke, qui prépare les colis et qui envoie. Donc c'est une solution assez confort pour nous. Vous avez tous vos entrepôts sur place en fait. Voilà, on a tous les stocks en fonction des différents marchés, l'export, le retail et le web. Et à partir de là, eh bien, on construit notre offre de prix. Bon, là, sur Internet, en fait, on a regardé ce que faisaient un peu les autres. On a pris les transporteurs choisis par notre logisticien. On n'avait pas trop le choix. Et puis, on a calculé la marge. Et en fonction de ça, on arrivait à des paliers de livraison gratuite à 50 €. On a proposé des points retrait, tout ce qui se fait. Et le plus important, c'est de rendre attractifs les offres, la livraison en fait sur le site. Par exemple, petite anecdote, récemment avec l'agence MyWeb, on a mis dans la pop-up tunnel de commande le restant à payer avant d'avoir la livraison gratuite. C'est tout bête, mais je pense que ça va convertir un peu mieux. Est-ce que ça a augmenté le panier moyen? On vient de le mettre en place. On vient vraiment de le mettre en place, donc on verra. Et justement, pour continuer sur les conversions générales, Dimitri, quelles sont tes astuces pour différencier de ce que les gens peuvent trouver sur Amazon?
Alors, par rapport à Amazon, justement, en fait, on a créé une expérience client autour des laboratoires de Biarritz. Et là où on veut se différencier, pour convertir, un client sur notre site plutôt que sur Amazon. Exactement. Puisqu'on retrouve nos produits sur Amazon aussi. Par exemple, on a customisé nos emballages e-commerce, quoi. Et justement, on a mis un mot à l'intérieur, notre logo, un merci dans toutes les langues, des échantillons, du papier de soie, tout ça. Donc ça, ce qui est très apprécié. Ça a baissé notre marge, mais ça crée un petit peu de valeur. Charline, côté stratégie conversion, est-ce que tu as des astuces aussi que tu as mises en place pour que les gens reviennent, passent une première commande et reviennent en passer une suivante? Alors, au-delà des box, qui pour le coup permet un taux de repeat absolument énorme, on a mis en place un programme de parrainage qui est extrêmement efficace, avec une culotte offerte pour le premier parrainage, avec tout un système de 3 paliers, etc. Mais un truc vraiment avantageux, parce qu'en fait, quand on voit nos coûts d'acquisition, on se rend compte qu'en fait acquérir un client ça coûte quand même assez cher, il y a une très forte concurrence et ça augmente tous les ans. Franchement, on a beau tout optimiser, en fait il y a une telle concurrence que ça augmente et du coup on essaie de faire une stratégie d'acquisition un peu détournée et le programme de parrainage est extrêmement efficace, mais c'est assez hallucinant. Et en plus on a le pouvoir de la prescriptrice, c'est-à-dire que quand une femme qui achète de la lingerie recommande à une autre femme la marque de lingerie qu'elle porte, mais c'est hyper puissant, quoi. Surtout dans la tranche d'âge 30-40, qui est notre cœur de cible. Et du coup, là, on est en train de voir même comment encore plus booster notre programme de parrainage, mais c'est un gros avantage pour la conversion. Vincent, est-ce que tu as des astuces de stratégie conversion aussi à partager? Ou pas? Moi, je pense que il faut travailler son contenu, voilà. Mais ça, je pense que vous l'avez vu en SEO juste avant. Ouais, je pense qu'il faut créer son propre contenu. Alors nous, il y a une partie qu'on fabrique. Il y a 30% de nos catalogues qui est notre marque et qu'on fabrique. Sinon, 70% du reste de notre catalogue, on est simple revendeur des produits. Et nous, on a investi dans un studio photo. On fait nos propres packshots en 360. Un truc de dingue. On a pris du temps, non mais vraiment pour faire des super longues descriptions. Après, on vend pas mal de dispositifs médicaux, donc on a mis tout ce qui était documentation légale en ligne. On retrouve donc même juste quelqu'un qui vient chercher de l'information, du coup peut aller sur le site, juste piocher les 2-3 informations et repartir. C'est pas grave, ça fait une visibilité, c'est cool, etc. Et après, la deuxième chose, pour moi, ça va être tout le tunnel de commande, ce qui doit être le plus synthétique, clair et court possible. C'est mes deux astuces pour optimiser la conversion. Après, fidélité, tout ça, nous, on est en plein dedans. À revoir dans quelques mois, du coup, pour la suite. Pour l'international, Dimitri, tout à l'heure, tu disais que tu vendais à l'international. Actuellement, on a 2 e-commerçants sur 3 qui vendent à l'international, à commencer par les pays frontaliers, la Belgique en tête, évidemment. Toi, dans quel pays vends-tu et qu'est-ce que ça représente sur ton chiffre d'affaires? Je vais parler sur la partie Internet. Déjà, à voir avec le logisticien, quand on lui a posé la question, il nous a dit, bon, c'est simple, on peut livrer partout dans le monde. Donc c'était chouette sur le papier, mais après en pratique, quand on a vu les premiers colis bloqués en douane ou bien d'autres problématiques, on s'est dit que c'était un peu plus compliqué. Donc on s'est concentré aussi sur l'Europe. Aujourd'hui, on fait 90% du chiffre d'affaires en France et 10% à l'international, en Europe. Donc voilà, avec des solutions de transport adaptées. Et est-ce qu'il y a des différences de comportement au niveau des acheteurs pour toi dans les pays dans lesquels tu vends en Europe par rapport aux Français? Ouais, du coup, comme je te disais, on a des clients sur les méthodes de paiement. Bon, après ça c'est connu sur le marché, mais c'est vrai qu'on constate aussi que les Allemands, qui est le plus gros marché de cosmétiques bio en Europe, qui sont très friands de nos produits, ils préfèrent payer par exemple par virement bancaire.
Donc voilà, on doit adapter aussi la solution. Alors que les Espagnols achètent un peu moins sur le site internet, mais ils ont une dimension en fait un peu plus... ils s'intéressent aux avis clients, ils ont une dimension un peu plus sociale du panier, quoi. Donc oui, on constate il y a des différences. Charline, je crois que tu vends également à l'international et que tu avais noté des différences, pas forcément comportementales, mais sur un autre niveau entre les différents pays. En fait, nous, on a une problématique de taille, parce que les tailles françaises, européennes, anglaises, américaines, enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes. Au niveau des formes, c'est pareil. Selon la morphologie d'une femme, comment bien conseiller en fait ses clientes pour justement limiter le taux de retour, d'échange, qui est extrêmement important sur mon marché. À titre indicatif, c'est 25% en moyenne chez les e-commerçants de lingerie, le taux de retour. Donc c'est juste colossal, quoi. On perd des points de marge énormes. Et nous, on a réussi à le réduire à 7%. Parce qu'on a un avant-vente qui est extrêmement poussé avec le chat en ligne, les réseaux sociaux auxquels on répond en moins de 2 heures, même le week-end. Enfin voilà, on est extrêmement réactif et ça nous a permis de gagner en point de conversion aussi, quoi. Au début, quand vous vous êtes lancés les uns et les autres, vous aviez tous une vision et une ambition bien déterminée. Charline, tu te lançais avec les abonnements. Est-ce que cette vision a évolué au fil de l'aventure Ma Petite Culotte puis Naya Paris? Alors en fait, mon idée de base c'était effectivement les abonnements, mais je me suis pas lancée avec les abonnements parce que quand j'ai fait le business plan, je me suis rendu compte que personne n'allait acheter upfront un abonnement à plus de 100 €, puisque je suis une marque premium, de petites culottes, alors qu'ils ne connaissent pas la marque. Et donc il y avait un investissement par ce fait colossal en marketing pour se faire connaître et pour que des clients achètent, investissent dans des box. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer par 1, créer une marque, 2, créer une notoriété de marque, et 3, lancer les box. Et ce qui fait qu'on a lancé les box il y a 2 ans et demi, et qu'aujourd'hui ça représente en période forte, c'est-à-dire Noël, Saint-Valentin, 40% de notre chiffre d'affaires. Donc oui, ça a évolué, quoi. Ça s'est fait au fur et à mesure. Vincent, est-ce que pour toi ça a évolué également pour MediSafe? Oui, complètement. Parce que quand j'ai lancé la société, je l'ai fait juste pour essayer quelque chose. Et ça a pris. Et, bon, top, c'est cool. Et donc je rappelle, notre premier métier de base, c'est la fabrication de kits de premiers secours. Et j'avais pas d'ambition particulière. Et puis ça a pris. Et donc du coup, après, j'ai analysé ce produit. Et surtout les demandes des clients, en fait. Et au début, on s'adressait aux entreprises type du BTP. Puis après, je donne des exemples pas très concrets, mais ça donne un peu une idée du parcours qu'on a fait. On a des médecins qui sont venus nous voir, donc on s'est dit, tiens, il y a des médecins qui nous achètent des trousses de secours, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Et du coup, on a complété notre catalogue. Donc, dans l'hygiène, hygiène, santé, sécurité, pour répondre aux demandes des médecins. On a Bouygues, dossier récemment qu'on a eu, on a Bouygues Turkménistan qui vient nous voir et qui veut un truc extrêmement spé. Ok, pas de problème. Du coup, on a enrichi notre catalogue. Et nous, notre ambition aujourd'hui, elle est simplement de répondre à la demande des clients, et la société grandit, le catalogue grandit, tout grandit avec les demandes spé qu'on peut avoir des clients. On a eu alors c'est pas très bon pour notre image, mais j'en parle, c'est pas grave. On a eu, notamment avec les attentats qu'on a eu en France, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de moyens de premier secours qui étaient mis en place. Et du coup, nous, on les avait, les moyens, on les vendait déjà, les moyens de premier secours. Et on a répondu à plein de problématiques d'hôpitaux, de lieux publics. Et du coup, on a constitué notre catalogue d'encore plus de produits pour répondre encore à d'autres problématiques de premier secours. Et du coup, on se tourne vraiment par rapport aux besoins de notre marché, aux besoins des clients. Et je pense qu'il est vraiment, si vous avez un business, d'écouter ce que veulent vos clients. Nous, on a la chance d'être en B2B, donc les gens nous appellent et nous disent ce qu'ils veulent, ce qui n'est peut-être pas le cas forcément en B2C. Mais je pense qu'il faut vraiment auditer et écouter ce dont ont besoin les prospects et les clients. C'est pour moi aussi la clé du succès. Vous êtes tous les trois sur PrestaShop. En quoi le logiciel vous avez permis d'avoir cette success story? Charline?
Alors moi qui ai lancé mon site il y a 6 ans et demi sur WordPress, en fait c'était vraiment complexe de m'y retrouver. J'étais souvent stoppée dans mon développement parce que ça prenait trop de temps, etc. Et à partir du moment où je suis passée sur PrestaShop, déjà avec la logistique, c'était beaucoup plus facile, notamment avec Store Commander, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Il y a un champ des possibles en fait qui est énorme et qui a participé au succès de notre site en fait complètement et à la prise en main. Dimitri ? Pareil, il y a plein d'avantages de travailler sur PrestaShop. On en a fait une vidéo, toi aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est simple et c'est assez ergonomique. Mais il faut insister sur voilà, la communauté qu'il y a derrière. Bon, c'est vrai que là, c'est la grande force. Voilà, c'est ça. J'entendais là que la version 1.6 allait être pas abandonnée, mais du coup elle allait continuer à être mise à jour par la communauté en fait. Exactement. C'est plus l'équipe PrestaShop qui allait le faire. Donc voilà, il y a une belle communauté derrière. Il y a aussi une équipe PrestaShop qui, je pense, cravache pour travailler dur sur du multi-device, mettre à jour l'outil, donc ouais, on est bien content d'être passé sur ça, quoi. Sur la version 1.7. Alors, pour nous, Presta, nous on a lancé le site pendant 2 ans, on a tourné sur un Power Boutique, alors c'était bien en 2010, je rejoins tout à fait la simplicité, et nous ce qui nous plaît encore aujourd'hui c'est la modularité, c'est-à-dire que donc tout le monde bosse sur Mac dans les bureaux, et il y a peu de logiciels ERP sur Mac. Et notre logiciel ERP, on a contacté l'ERP pour essayer de faire une connexion entre Presta et notre soft ERP. Ils ne voulaient pas le faire, enfin bref. Et donc nous, on a contacté un freelance, il connaît Presta, machin, etc. Et on a pu, en 2 mois, balancer une connexion facile de notre catalogue produit, de notre fichier client, des bons de livraison, des bons de commande entre notre ERP et PrestaShop. Il y a plein de solutions aujourd'hui qu'on peut sortir de notre tête pour avancer, et je trouve que c'est le côté modulaire de Presta qui est intéressant. J'ai 2 dernières questions sur votre parcours, par exemple là, ce que tu as fait sur MediSafe. De quoi es-tu le plus fier ? C'est une question que je pose aux entretiens d'embauche. Ça y est, le retour du moment. Je suis face à ma... C'est que hier, on a fait la 100 millième commande. Ouh. Ouais, voilà. Je suis content. On va pouvoir l'arroser juste après au cocktail. C'est parfait. C'est quoi ton panier moyen ? 70, 80 € en fonction des mois, hors taxe. Dimitri ? Nous, on n'est pas encore à 100 000 commandes, mais bientôt. Mais en tout cas, ce dont on est fier, c'est justement de proposer des produits de qualité. C'est important de travailler pour une marque qui fait des produits, qui commercialise des produits vraiment où il y a une recherche derrière et plein de belles choses, et qui a aussi les mêmes valeurs que nous, quoi. Donc voilà, après fier aussi de pouvoir avoir des partenaires de confiance, notre agence OhMyWeb, nos clients, voilà, on a vraiment une belle communauté, et c'est ce dont on est fier aujourd'hui, quoi. Charline ? Moi, c'est mon équipe. Vraiment, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est la chose la plus difficile, je trouve. Fédérer une équipe, vraiment recruter les bonnes personnes, etc. Et qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments aussi, parce qu'on en a toujours. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je peux enfin dire que j'ai une équipe qui est au top. C'est pas facile, et voilà, je pense que c'est de loin ce dont je suis le plus fière. Et c'est tellement précieux au quotidien. Et une dernière question, le conseil que vous auriez à partager, s'il n'y en avait plus qu'un, à partager à tout e-commerçant qui se lance aujourd'hui. Un e-commerçant spécifiquement ou un entrepreneur ? Un entrepreneur. Ok. Bon, ça se rejoint, mais moi j'aime bien dire, j'ai ma petite théorie que j'appelle les 3 P.
Donc le premier P, c'est pour passion, parce qu'on vit tellement de choses difficiles dans l'entrepreneuriat que si on n'a pas la passion de son secteur ou la passion de son métier, c'est hyper difficile de durer dans le temps. Ensuite, le deuxième P, c'est la persévérance, parce que pareil, je pense que c'est hyper important de savoir que ça prend du temps de réussir et qu'on n'est pas sûr de réussir. Et le troisième, c'est la patience. L'analyse et la patience, ça va ensemble pour moi. Et finalement, quand en général on a un tempérament d'entrepreneur, on aime que les choses arrivent vite, se fassent vite, fort, bien. Et je suis la première à être comme ça. Et en fait, on se rend compte que si on veut aller trop vite, parfois on se plante beaucoup plus vite aussi. Donc c'est bien de prendre son temps. Merci. Dimitri? Alors un conseil, sachant que voilà, on n'est pas non plus des modèles, hein, on a fait des erreurs, mais en tout cas on a la chance de pouvoir partager aussi ça. Et du coup, le conseil moi que je donnerais à un e-commerçant, c'est d'aller à la rencontre des autres e-commerçants sur le secteur. Moi, j'essaye de le faire là depuis récemment, de contacter des entreprises et de voir comment eux font, comment ils s'organisent, quel outil ils testent. Justement, Fred va faire une conférence là dans 2 semaines pour rencontrer des e-commerçants et échanger autour de ça. Et c'est vraiment moi ce qui m'a manqué pour progresser rapidement au début, quoi. Merci beaucoup. Vincent? Faites-vous confiance. Si vous pensez que votre idée elle est bonne, portez votre idée. Ça, c'est le premier conseil. Structurez-vous tout de suite. Nous, en logistique, au début, j'ai commencé dans ma chambre, donc moi j'avais 50 produits, enfin ce truc. Aujourd'hui, on arrive à un catalogue 3000 produits, on va arriver à 10 000 produits d'ici 3 ans, enfin c'est notre ambition. Structurez-vous tout de suite, pesez vos produits, mesurez-les, îlotez-les, même si vous avez que 50 mètres carrés, que c'est votre garage, ça fait un grand garage 50 mètres carrés, mais c'est voilà, structurez-vous tout de suite. Faites confiance. Voilà. Si vous n'avez pas les capacités de le faire, je pense notamment à la gestion AdWords, la gestion des réseaux sociaux, community management, etc. Faites confiance et déléguez ces tâches-là, parce que pendant que vous êtes concentré sur votre vrai métier, votre savoir-faire, des gens dont c'est le vrai métier et le vrai savoir-faire travaillent en même temps que vous, et de concert pour arriver derrière au succès. Voilà, faites-vous confiance, déléguez, structurez-vous. Voilà. Merci infiniment à tous les trois. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir pour tous ces conseils. Et je vais laisser la parole à Frédéric. Pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Il n'y a rien à dire. Et Alexandre, pour la conclusion. Ouais, si ce n'est qu'on va demander à Alexandre, le Steve Jobs de l'e-commerce. Après, moi, je fais si quelqu'un a des questions, peut-être que les gens ont des questions. Par rapport à... avant la conclusion. On a encore du temps, c'est bon. Non. T'as une trousse de secours sur toi? Oui, bonsoir. Jean-Laurent Baza, excusez-moi. Déjà, merci pour ces témoignages qui sont très enrichissants et en termes de sourcing, vraiment j'ai kiffé moi aussi, pour reprendre vos mots. J'ai beaucoup aimé tous vos conseils. Et il y a un truc qui ressort finalement de vos interviews, c'est que j'ai l'impression que si vous mettiez à 3 là, avec toutes les idées que vous avez, je trouve vraiment des complémentarités. On en évoqué la fidélisation, tu as évoqué aussi le côté, tout à l'heure quand vous parliez de la livraison, c'était aussi un critère de fidélisation client et en même temps un critère de rendre captifs les clients. Donc il n'y a pas que la livraison dans le truc. Vos 3 P, là, j'adore. Vous avez commencé par de la boutique éphémère. Je me dis que vous, peut-être, également, bien de temps en temps, il faut revenir peut-être au BSP, sans vous donner de conseils, hein, mais faire déguster un petit peu, dans les paras, dans les magasins. Vous avez parlé des médecins tout à l'heure, etc., etc. Donc je trouve que vous avez plein de critères de convergence dans le conseil que vous avez donné, finalement, qui est de dire, j'échange avec les autres e-commerçants, mais avec aussi les autres commerçants. Donc voilà, moi c'est ce que j'en retiens. Bravo déjà pour votre succès, etc. Et puis j'ai une question plus personnelle pour vous, madame.
C'est, vous venez de la mode Vuitton, etc. Vous avez parlé de box, en termes de package, en termes de marge, etc. En termes de fidélisation aussi. Vous n'avez pas envie un jour de mettre votre culotte ou votre petite culotte, excusez-moi, dans un sac Vuitton, ou de faire l'inverse? Parce que demain, quand vous aurez fait l'inverse, ça sera encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors... Excusez-moi, c'est... Donc, en fait, ça, j'avais jamais eu comme question, j'avoue. En fait, ma question, c'est, vous l'avez compris, c'est des liens finalement avec votre historique. Oui, oui. Et c'est dommage de... Voilà. Ben, pour la petite histoire, il se trouve que la semaine prochaine, il y a le fonds LVMH qui a demandé à me rencontrer. Bon, voilà. Mais bon... On en parlera peut-être. Je sais pas. Je suis pas sûre de vouloir faire rentrer un fonds, mais non. En fait, le truc, c'est qu'il y a déjà un problème de positionnement. C'est-à-dire que Louis Vuitton, c'est vraiment du méga luxe, et nous, on n'est pas méga luxe, on est premium. On est premium, on est une marque haut de gamme, mais on n'est pas. Voilà, quand on voit les boutiques, on a 2 boutiques à Paris. Quand on voit nos boutiques et les boutiques Louis Vuitton, pour avoir travaillé justement sur le développement de boutiques, c'est pas la même chose, hein. On n'a pas les mêmes budgets, clairement. Et ensuite, les marques de luxe se mélangent très peu avec les DNVB. Je ne sais pas si ça vous parle ce terme. Nous, on est une DNVB et en fait, ils se mélangent très peu. Donc, pourquoi pas sur le papier? Pour moi, il y a quand même, en tout cas avec Louis Vuitton, une barrière de positionnement. Et par ailleurs, la lingerie est un secteur extrêmement difficile parce que c'est un secteur très expert. C'est-à-dire c'est un métier qui est quelqu'un qui fait du prêt-à-porter ne sait pas faire de la lingerie et inversement. C'est pas les mêmes modélistes, c'est pas les mêmes usines, c'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes sourcings, c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas les mêmes salons. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, comme on a une expertise presque de niche, j'ai envie de dire, je sais pas si ça intéresse un énorme gros comme LVMH, enfin Louis Vuitton. Oui, moi je serais ravie de travailler avec une marque du groupe, hein, mais je pense qu'ils n'ont juste pas besoin de moi, quoi. Malheureusement. J'ai plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Mais si vous avez des idées, je suis ouverte.